Dès son élection, devant le musée du Louvre à Paris, le plus jeune président de la Ve République va promettre de mieux prendre en considération les électeurs du Rassemblement national. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé aujourd'hui une colère, un désarroi, parfois des convictions. Je les respecte. Mais je ferai tout durant les 5 années qui viennent pour qu'ils n'aient plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Malgré cette promesse, dès le début de son quinquennat, ce sont plutôt les plus grandes fortunes de France qu'Emmanuel Macron va favoriser à coups de cadeaux fiscaux. Avant Macron, l'impôt sur la fortune, l'ISF, prélevait au maximum 1,5% du patrimoine des plus riches. Ils étaient taxés sur leurs biens immobiliers, châteaux, villas de luxe, et sur leurs placements financiers qu'on appelle des valeurs mobilières. Précision, pour les 0,1% les plus fortunés, ces placements financiers représentent 80% de leur richesse. Or, avec Macron, ces valeurs mobilières, ces placements financiers, actions, etc., vont échapper à l'impôt sur la fortune. Des placements qui font pourtant l'essentiel de la fortune des plus aisés. Dès que vous passez à 10% ou 10% les plus riches, 5% les plus riches, 1% les plus riches, 0,1% les plus riches, vous voyez la part du capital financier qui augmente, en fait. Et qui augmente de façon très importante, au point que les ultra-riches en France ont principalement, la structure de leur fortune, c'est principalement du capital financier, c'est-à-dire ce qui a été exonéré d'impôts sur le patrimoine par la réforme de 2018. Ces grandes fortunes à qui Macron a fait cet incroyable cadeau fiscal, cette chercheuse du CNRS les étudie depuis une vingtaine d'années. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Elle en a tiré ce livre, co-signé avec un talentueux photographe. Ça raconte l'histoire d'une oligarchie. Un certain nombre de personnes qui sont issues des grandes familles fortunées de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, qui sont issues des mêmes quartiers, les beaux quartiers. De nombreuses études confirment aujourd'hui que les 500 plus grandes fortunes de France, celles pour qui Macron a atténué l'ISF, celles dont le patrimoine a été multiplié par 6 en 15 ans pour atteindre près de 45% du PIB, ont été très avantagés par les cadeaux fiscaux d'Emmanuel Macron. L'État, en revanche, y a perdu beaucoup d'argent. Selon ce rapport gouvernemental de 2023, le remplacement de l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, aurait fait perdre plus de 4 milliards d'euros aux finances publiques, rien qu'en 2022. Si les placements financiers des plus riches échappent à l'ISF depuis 2018, les revenus du capital générés par ce patrimoine financier, comme les dividendes, sont également beaucoup moins taxés. Avant Macron, c'était jusqu'à 45%. Mais à l'arrivée au pouvoir de Macron, ce taux d'imposition est réduit à 12,8%. C'est la magie de la flat tax. Bizarrement, les médias des milliardaires vont avoir tendance à escamoter ce taux d'imposition très bas de 12,8% pour communiquer plutôt sur un mystérieux taux à 30%. Après des semaines de débats tendus, l'Assemblée nationale a donné son feu vert cette nuit à la flat tax, une taxe forfaitaire de 30% sur les revenus de votre épargne. L'objectif du gouvernement, simplifier les dispositifs et inciter davantage les Français à investir dans l'économie. Ces 30%, c'était un tour de passe-passe médiatique, selon Monique Pinson-Charlot. Quand il s'agit des revenus du capital, on intègre
tous les prélèvements sociaux. Et donc, tout le monde croyait que c'est 30%. Donc, ça paraissait pas un cadeau si extraordinaire que ça. Tandis que quand il s'agit des impôts sur les revenus des salariés, là, on n'intègre jamais la CRDS et les cotisations sociales et les prélèvements sociaux, parce que sinon, comme ça grimpe jusqu'à 45%, on arriverait à 60%. Et donc, ça a marché. Ça a marché. Et il y a encore plein de gens qui ne peuvent pas comprendre que c'est 12,8% la nouvelle imposition sur les revenus du capital. Ces cadeaux fiscaux vont évidemment ravir les grandes fortunes des médias, notamment Xavier Niel, alors propriétaire du groupe Le Monde. C'est ce que révélera cette passionnante enquête de la journaliste Sophie Desdésert dans Vanity Fair. Témoignage de sa consoeur Aude Lancelin. Lorsque Emmanuel Macron, à peine élu, a passé la flat tax et l'exit tax, dont on sait de quoi il prive aujourd'hui les Français en termes de revenus fiscaux massifs, Xavier Niel lui a répondu par un smiley radieux, ravi, etc. C'est la mesure que nous attendions et c'est pour ça que nous avons poussé pour que tu sois au pouvoir. Selon le très libéral Institut Montaigne, cette flat tax réduite à 12,8%, c'est un cadeau fiscal de 3,6 milliards d'euros aux plus riches chaque année. Ajouté aux 4 milliards déjà offerts avec la suppression de l'ISF, ça fait presque 8 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux grandes fortunes par an. Dans le même temps, les macronistes vont matraquer fiscalement les plus pauvres. RTL Matin. Quand le Premier ministre annonce fin 2018 une nouvelle taxe diesel, elle est censée favoriser une transition écologique. On va progressivement faire peser sur le pétrole et donc sur le carbone et donc sur la pollution une partie des prélèvements fiscaux plutôt que sur le travail. Mais selon des mails secrets échangés en 2016 entre le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, et un collaborateur, c'est en réalité une baisse des cotisations patronales que devait permettre cette hausse de la fiscalité diesel. Problème, ces cadeaux fiscaux aux entreprises coûtent près de 75 milliards d'euros par an aux contribuables. En novembre 2018, des milliers de gilets jaunes furieux de cette politique fiscale pro-riche vont tenter d'envahir l'Élysée. Le 1er décembre 2018, ils sont plusieurs milliers à prendre d'assaut l'Arc de Triomphe. Des scènes de révolte qui auraient fortement inquiété l'exécutif, selon ce syndicaliste policier. La République a réellement tremblé le 1er décembre. D'ailleurs, il y a eu des appels où on se demandait si les grilles, finalement, de l'Élysée ou de Beauvau n'allaient pas tomber parce que les manifestants s'en rapprochaient de plus en plus et que c'était extrêmement compliqué de tenir. Le samedi suivant, le gouvernement va déployer 40 000 policiers et gendarmes dans les rues avec des blindés pour protéger l'Élysée. Ce soir-là, au cœur du palais, des caméras de la présidence filment une réunion de crise. Alors, dites-moi un peu. Depuis 16 heures, le public gilet jaune est remplacé par des casseurs, par des provocateurs, qui sont en train de se livrer aux abords des Champs-Élysées, dans le quartier de Saint-Augustin, à des tensions avec les forces de l'ordre, tensions qui s'accompagnent de voitures brûlées et de quelques pillages. Lyon, où se déroule en même temps la fête des Lumières, où il y a eu une manifestation place Bellecour et une tentative d'intrusion dans la mairie. À Bordeaux, c'est toujours en cours. Les images montrent que sur la place principale de Bordeaux, il y a des affrontements, avec également une tentative de pénétration dans la mairie. Marseille, 600 anarchistes qui ont été rejoints par 400 jeunes des quartiers qui se livrent à quelques pillages de boutiques. Ça a été tendu dans la journée à Grenoble, puisque le mot d'ordre
des gilets jaunes tenus par l'ultra-gauche était d'envahir la préfecture. On a des risques de débordement juste sur le sujet MO. Je comprends qu'à Paris, la situation est quand même modulo des petits points de fixation sous contrôle. Où est-ce qu'on a un maintien d'une vraie conflictualité? À Toulouse, Saint-Étienne, Bordeaux. Et Bordeaux. Bordeaux et Lyon, où Lyon s'est passé. Lyon, ça s'est calmé. Ouais, je dirais que Lyon, ça s'est calmé, mais que Bordeaux, effectivement, On surveille leur activité sur les réseaux. On apprendra que le jour même de cette réunion de crise, un hélicoptère était prêt à décoller pour exfiltrer le président. Face à la crise des Gilets jaunes, le président français va prendre la parole dans une allocution pour tenter de désamorcer la... 48 heures plus tard, le président prépare une allocution télévisée. Allez, juste 2 petites modifs. Sur la version, tu l'as là-bas le texte? Ouais. Ils enlèvent la mettre un versionnel dans l'Hexagone et Outre-mer. D'accord. Et puis, ok. Allez. Bon, je vais écouter, ça peut être pas mal l'image. Plutôt que de remettre en cause sa fiscalité pro-riche, il va demander à ses amis patrons de le soutenir financièrement dans la tempête. Française, France. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Nous voilà ensemble au rendez-vous de notre pays et de notre avenir. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible. C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Dès le lendemain, des milliardaires des médias proches du président s'exécutent. Patrick Drahi, Bernard Arnault ou encore Xavier Niel promettent 1 000 € de prime à leurs employés. S'il se précipite ainsi au secours du président, c'est qu'il a développé avec chacun d'eux des rapports d'intérêt. 10 minutes en off, c'est des extraits de nos documentaires refusés par toutes les chaînes. Pour nous aider à déverrouiller l'information, faites un don.